Alors, bonjour à tous, bienvenue à cette rencontre organisée par votre Union régionale des SCOP et des SIC avec la SIC Ambre et la SIC FermCop que nous remercions. Donc aujourd'hui, c'est la 12e rencontre de notre groupe d'échange de pratiques pour une transition écologique, donc groupe de notre Union régionale. Donc, pour mémoire, il y a plusieurs cycles qui ont été organisés avec à chaque fois 4 rencontres par cycle. À chaque fois, la première rencontre, donc c'est plutôt les acteurs de la transition qui programment des interventions de scope et de SIC pour d'autres scopes et d'autres SIC. Donc, l'objet, c'est que ce soit des informations concrètes, des contacts utiles, des infos clés, pour ensuite pouvoir aller creuser des interventions d'1 heure par rapport au temps qui est faiblement disponible chez nos adhérents, où il y a en moyenne 8 salariés. Donc voilà, c'est un format qui répond au temps disponible. Juste pour mes mots, les précédents cycles, il y en a eu un. Le premier, il y a eu une introduction sur les modalités pour une transition écologique, donc notamment tout ce qui est RSE. Ensuite, une autre intervention sur une de ces modalités, précisément le bilan carbone. Ensuite, une autre modalité, une troisième intervention sur l'objectif employeur pro vélo. Dans le cadre du deuxième cycle, il y a eu une intervention sur l'écoception, une intervention sur la gestion des déchets, plutôt de bureau, et une intervention des licornes, plutôt sur Cities, sur tout ce qui est lié au transport en voiture, et Common, sur tout ce qui est lié au partage numérique. Et puis là, c'est le troisième cycle qui est en cours. La première intervention, c'était nos fédérations métiers du mouvement qui ont présenté leurs services pour une transition, donc tout ce qui est lié au BTP, industrie et communication. La dernière fois, c'était une intervention sur l'économie de la fonctionnalité. Et aujourd'hui, c'est une intervention sur des sujets plus de bifurcation écologique. Donc, pour mémoire, c'est enregistré. Vous pouvez diffuser à l'interne dans les coopératives adhérentes. Ça peut aussi être diffusé en interne et à l'externe par notre mouvement, donc que ce soit au niveau national, régional ou au niveau des fédérations métiers. Donc, n'hésitez pas à couper vos caméras et vos micros. Et aujourd'hui, donc, on va avoir une intervention de Joseph Rabi, Sonia Cortez de la TIC Ambre sur la démarche biorégionale et la démarche architecturale bioclimatique. Et aussi une intervention d'Ambre Germain de la SIC FermCop sur la démarche agroécologique. Donc, on hâte de découvrir ce que vous allez nous présenter. Donc, je vous laisse la parole. Merci Caroline. Du coup, je prends la parole pour commencer cette petite présentation autour des thématiques de transition écologique sur les territoires et de biorégionalisme, dont parleront mieux que moi Sonia et Joseph. Je partage tout de suite mon écran puisque on s'est dit que ça pouvait être intéressant de commencer par de projet agroécologique, qui est donc une des thématiques assez phares de la transition écologique de manière générale, le sujet agricole et alimentaire, qui soulève plein d'enjeux sociaux, environnementaux, sociétaux, économiques, etc. Qui en plus est enfin, l'agroécologie et la création de fermes dans une vision nourricière est un sujet qui s'ancre vraiment très fort dans les enjeux de la transition des territoires de manière générale. Et en tout cas, c'est quelque chose qu'on a essayé d'intégrer à notre projet pour avoir vraiment une dimension territoriale très, très forte. Donc, je vais commencer par parler de ça. Et puis après, Sonia et Joseph vont pouvoir faire une transition vers le sujet du biorégionalisme et de son application, entre guillemets, à travers le sujet de la ferme de l'Envol. Donc moi, je vais essayer de présenter la ferme de l'Envol et FermeCop, qui est donc la coopérative qui porte le projet d'une façon plus globale pour que vous ayez à peu près en tête les grandes lignes du projet et de qui sont les acteurs et comment on s'est mis en coopération pour faire ce projet et pourquoi. Je vais passer assez vite sur le contexte de l'agriculture française puisque les constats bon, sont très connus aujourd'hui et objectifs sur les problèmes de transmissibilité des fermes, de renouvellement des générations agricoles et de souveraineté alimentaire en France. Et en parallèle de ça, le fait que nos sols agricoles s'épuisent et s'appauvrissent. Donc, on a un vrai enjeu de préservation des ressources naturelles, sol, biodiversité pardon, et eau. Mais en parallèle de ça, on a quand même une vraie opportunité puisque
des fermes vont être laissées à la transmission. On va avoir du coup des hectares qui vont changer de main. Et c'est le moment du coup de revaloriser le métier d'agriculteur pour donner envie à des nouveaux porteurs de projets d'embrasser ce métier et de plus encore mettre en place des pratiques agroécologiques les plus poussées possibles. Et donc pour ça, le constat était assez clair, en tout cas pour les acteurs de la coopérative qui se sont rassemblés, qu'il fallait les accompagner, donc que ce soit les institutions, les citoyens, les investisseurs, la filière surtout, les territoires aussi surtout. C'est l'occasion cette coopération nous, qu'on a mis en place, c'est l'occasion d'accompagner les agriculteurs dans un modèle social, économique, environnemental le plus innovant possible, puisque à projet ambitieux, on ne peut pas laisser un agriculteur seul déployer ça. Donc tout est parti dans les années 2010 sur une opportunité foncière notamment, puisque Sonia en parlera sûrement un petit peu plus sur le fait qu'on était dans un territoire assez particulier, une ancienne base aérienne militaire dont a hérité l'agglomération Cœur d'Essonne, donc une agglomération qui est située sur le sud de l'Essonne, un peu à la frontière Île-de-France plutôt rurale et plutôt urbanisée. Et Cœur d'Essonne a donc mis autour de la table plusieurs acteurs très complémentaires, des acteurs de la filière, notamment des restaurateurs, des distributeurs assez engagés qui voulaient avoir des approvisionnements plus vertueux, entre guillemets, et participer à la création de cet amont agricole. Ferme d'Avenir, qui est donc une association dont reparlera aussi peut-être Sonia, mais qui a aidé à la conception de la ferme en lien fort avec Sonia Cortès et les équipes architecturales. Le réseau des AMAP en tant que citoyen engagé et aussi client puisqu'ils achètent des paniers à la ferme. Et des investisseurs aussi connus dans le monde de l'ESS comme le groupe SOS. Des citoyens également qui sont devenus investisseurs. Je n'ai pas forcément ajouté de petits logos, mais on a fait une levée de fonds citoyenne sur la plateforme de financement participatif lita.co. Donc tous ces acteurs-là sont aux côtés d'agriculteurs pour réfléchir à partir de 2015, 2016, etc. Enfin, oui, c'était ça le début de la conception, il me semble, sur un projet qui aiderait toute une filière à enclencher cette transition agroécologique sur un territoire donné et qui soit une proposition de ce que peut être un avenir désirable et durable pour les modèles agricoles et alimentaires sur ce territoire, qui peut être réplicable évidemment sur d'autres territoires et essaimable, c'est notre ambition. Donc en 2019, la ferme de l'Envol est créée un peu dans cette optique. Et cette coopération est matérialisée à travers la création de la SIC FermeCoop, qui est donc une SIC qui rassemble tous ces acteurs au sein de la gouvernance. J'y reviendrai sur les différents collèges, etc. L'idée de ces sociétaires, c'était de se dire qu'on ne pouvait pas penser cette transition agroécologique sans penser tous les enjeux qu'elle soulevait et sans apporter des solutions à chacun de ces enjeux et donc sans adopter une démarche un peu globale et holistique, j'ai envie de dire, sur des dimensions qui sont très interdépendantes. La dimension sociale, pour nous, elle a été vite assez prégnante puisque, en fait, sans les paysans et sans des personnes qui veulent embrasser ce métier, on va rien pouvoir faire. Donc, le sujet de repenser et de faciliter l'installation, la transmission des fermes et la vie d'agriculteur avec une meilleure rémunération, un statut plus protecteur, c'était une approche centrale. Et ce qui est interdépendant, c'est après les pratiques agricoles que ces agriculteurs pourront mettre en place pour avoir un modèle qui réponde à cet enjeu de préserver le sol, l'eau, la biodiversité qu'on va employer pour produire finalement, qui est un capital naturel qu'on emploie. Et tout ça en essayant de trouver un modèle qui soit viable économiquement, puisque sinon on n'aura rien prouvé, et créateur d'emplois pour pouvoir tenir et durer dans le temps. Donc cette approche un peu globale s'est traduite à travers plein de piliers que je vais un peu décrire par la suite, où on reviendra après dessus à travers des questions-réponses, parce que là, on est un peu limité dans la présentation forcément, et on pourra approfondir sur les sujets qui peuvent soulever des questions. On a pensé ce projet sur un foncier assez important, 75 hectares, qui est donc un dimensionnement assez grand pour une ferme dite agroécologique. On pense souvent à plutôt des petites échelles, des micro-maraîchers qui, tout seuls, mettent en place des mesures très agroécologiques. Mais l'idée de ce projet, c'est de prouver qu'on pouvait aussi faire ça à grande échelle et du coup, de pouvoir essaimer ça à échelle aussi plus tard nationale. On n'est pas très loin de Paris, donc à 30 km, comme je disais. Donc, Sonia reviendra sûrement sur cette dimension régionale.
Je vais pas insister plus que ça sur Cœur d'Essonne et Initiative, mais en tout cas, la présence du territoire et l'implication du territoire a été majeure pour le lancement du projet et pour le fait que il soit très impliqué financièrement et dans la gouvernance. Cet engagement, il s'est matérialisé à travers le programme Sésame, qui est donc le programme alimentaire du territoire, qui a été lauréat d'un appel à projet national de territoire d'innovation porté par France 2030, qui a permis d'avoir une collectivité aussi engagée et inversement, le projet de la ferme Novole a servi aussi un peu d'étendard pour ce projet-là et a pu nourrir ce programme alimentaire territorial. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'il y a une grosse implication territoriale et aussi nationale à travers ce programme de financement. Pour vous dire deux, trois mots sur le modèle justement agricole, social et économique qu'on a mis en place. On a essayé de pousser les curseurs de ce qu'on appelle, nous, l'agroécologie au plus loin possible. Donc, c'est-à-dire de mettre en œuvre une ferme qui préserve, voire régénère, dans le meilleur des cas, tous les capitaux qu'elle emploie, les capitaux humains, donc concrètement les agriculteurs qui travaillent sur cette ferme, mais aussi les capitaux naturels qui sont employés pour produire. Donc, sur le modèle social, ça a été dès le début un pilier assez majeur et c'est ce qui fait aussi beaucoup l'élément différenciant du projet de la ferme de l'Envol. C'est cette ferme qui est organisée en collectif puisque sur 75 hectares et sur ces 75 hectares aujourd'hui on cultive 15 hectares en maraîchage bio. On ne peut pas laisser un agriculteur tout seul gérer ça. Donc, il y a eu un collectif d'agriculteurs qui est installé, qui sont associés donc, au sein de la SCOP Ferme de l'Envol. Ils sont 3 associés aujourd'hui. Ils seront peut-être 4 l'année prochaine. L'idée, c'est qu'ils soient 5 ou 6 maraîchers à terme et qu'ils soient rejoints par d'autres porteurs de projets en diversifiant la ferme. Et l'idée, c'est de pouvoir leur octroyer ce statut de salarié associé qui associe à la fois le statut de chef d'entreprise où ils sont décisionnaires et se partagent la charge mentale et la charge de travail d'un chef d'entreprise, mais aussi salarié avec un salaire fixé à 2 500 € net par mois minimum, qui a été donc un des piliers à l'essence du projet. Et aussi, au-delà du salaire, tous les avantages sociaux liés au statut du salariat, les cotisations au chômage, un statut cadre qui octroie aussi des meilleures cotisations chômage, retraite, santé, etc., pour pouvoir, en fait, in fine, faciliter cette vie d'agriculteur et faciliter aussi la transmission de la ferme dans le sens où les agriculteurs peuvent aussi quitter cette ferme plus facilement et ne pas être pieds et poings liés à une ferme ad vitam aeternam. Voilà, je ne vais pas plus loin parce que l'heure tourne. Sur la partie agroécologie et engagements environnementaux, on essaye de mettre en œuvre tout un tas de choses. Je laisserai Sonia décrire plus l'aspect éco-construction puisqu'on essaye d'aller au plus loin aussi sur cet aspect-là. On met en place de l'agroforesterie puisque c'est une des réponses pour notamment la préservation de la biodiversité et la préservation des sols. Donc, remettre de l'arbre là où il n'y en avait pas et pour recréer un système qui s'inspire d'une forêt dans un système agricole nourricier. Essayer de gérer l'eau au mieux aussi, ça c'est un gros aspect et Sonia et Joseph y reviendront. Et la polyculture élevage qui est aussi une grosse réponse à cet enjeu de préservation des ressources en installant de l'élevage dans un système diversifié, donc qui répond à un enjeu d'essayer d'être autonome en matière organique et de nourrir les sols plus que de les épuiser. Donc, on travaille actuellement à l'installation de l'élevage et pour compléter le paysage agricole, un atelier de céréales avec transformation en farine et en pain. Donc, on aura un collectif d'agriculteurs, si tout se passe bien à horizon 2027-2028, un collectif bien diversifié ou en tout cas en cours de diversification. Pour faire un petit mot sur la partie coopérative et structuration des acteurs, on a donc la coopérative FermCoop dont je vous parlais, qui a matérialisé la coopération entre tous les acteurs très diversifiés qui portent de près ou de loin le projet, qui met à disposition le foncier sur lequel elle a un bail emphytéotique à la ferme de l'Envol, qui est une SCOP, où seulement les agriculteurs sont salariés et associés. Donc, c'est une structure agricole qui n'appartient qu'aux agriculteurs, là où FermCoop est une société coopérative plutôt commerciale, dans le sens où sa mission, c'est plutôt de faire de l'achat-revente de marchandises, qui est détenue par des associés très diversifiés, répartis dans différents collèges.
Donc, on retrouve les agriculteurs qui ont leur place dans la gouvernance, évidemment, une place plutôt prépondérante, 30% des droits de vote. Les acteurs de la filière, donc les restaurateurs dont je vous parlais, qui ont aussi une place assez prépondérante puisqu'ils sont aussi 30% des droits de vote. Des citoyens, comme je vous disais, les entités publiques sont propriétaires du foncier sur lequel on se trouve et qui sont donc des acteurs territoriaux clés pour le développement du projet et son ancrage territorial et les investisseurs. Voilà, si vous avez des questions sur cet aspect, n'hésitez pas à me les reposer par la suite. Voilà. En tout cas, le projet est en grand développement. C'est la 5e année de la ferme. On est en levée de fonds pour monter d'autres infrastructures et commencer à réfléchir essaimage aussi de ce modèle sur d'autres territoires, sur aussi le territoire Cœur d'Essonne, pour essayer de répliquer cette identité coopérative d'un projet agricole en impliquant le territoire, la filière et voilà, les acteurs qui peuvent contribuer de près ou de loin au développement. Merci beaucoup, Ambre, pour cette présentation complète en peu de temps. Du coup, c'est Sonia qui prend le relais, je crois. Voilà. Merci. Oui, bon, bonjour à tous. Donc très succinctement, je me présente. J'ai donc monté une agence d'architecture il y a plus de 30 ans avec des objectifs environnementaux. Donc voilà, de façon avant beaucoup de mes confrères. Et d'ailleurs, j'ai travaillé pour des confrères aussi et pour des maîtres d'ouvrage. Et depuis, Joseph nous donnera la date, mais on a monté une scope autour de la biorégion. Et donc, je vais du coup présenter aussi la relation qu'il peut y avoir entre la conception architecturale et puis cette biorégion. Juste pour donner quelques éléments de plus sur le contexte de Cœur d'Essonne, en fait, leur objectif, c'est d'approvisionner en fruits et légumes biologiques 10% des habitants et 50% de la restauration collective. Donc, moi, je suis arrivée dans ce contexte-là, avec Ferme d'Avenir, qui était donc mon maître d'ouvrage. Depuis 2019, je travaille à ce projet. Et donc, en fait, à travers 2 projets pilotes, dont Ferme de l'Envol, ils souhaitent démontrer l'intérêt de la ferme agroécologique pour la transition écologique. Par ailleurs, il nous a été demandé avec Ferme d'Avenir de définir une typologie de bâtiment sous forme de 4 modules qui pourraient s'agencer diversement et constituer donc une exploitation de façon à essaimer ces fermes, puisque leur objectif, c'est d'en créer 40 à 100 à terme. Bon, voilà, la première est en cours de création, puisqu'elle produit déjà depuis 3 ans maintenant, 3-4 ans. Alors, pourquoi une démarche biorégionale liée à un projet architectural? Alors, c'est Joseph qui vous définira qu'est-ce que c'est qu'une démarche biorégionale, mais grosso modo, par rapport à l'architecture, c'est essentiellement de relocaliser les matériaux, relocaliser les acteurs de façon la plus... Enfin, c'est aujourd'hui pas facile, hein, parce que toutes les compétences ne sont pas forcément sur place. Et aussi également d'avoir un diagnostic plus large que le site lui-même. Voilà, et c'est lié au fait de rechercher ses ressources. Voilà, donc ça c'est résumé ici. Gestion des eaux pluviales à la parcelle, et là il y avait un enjeu très important parce qu'on a un besoin d'eau pour ces fermes qui est très important. Donc il vaut mieux d'abord récupérer et stocker plutôt que de consommer. Alors là, probablement c'est un forage, mais justement on a eu des difficultés. Et là, je ne sais pas très bien où ça en est, hein, parce que le projet s'est un peu arrêté depuis 2 ans. Et là, il est en train de reprendre. Donc l'autre aspect, c'est un bâtiment frugal et résilient avec une démarche bioclimatique. Ça, c'est une démarche qui existe depuis très longtemps, qui est d'utiliser les matériaux locaux. En fait, c'est ce qu'on faisait avant l'industrialisation. Et l'énergie solaire de façon passive, c'est-à-dire pas à travers un dispositif type panneau solaire ou autre, mais à travers tout simplement les vitrages. On capte le soleil à travers un vitrage, on le stocke dans un matériau à inertie et qui peut être du coup restitué. Donc, très succinctement, hein, parce que le bioclimatique, c'est on va dire toute une
une démarche et c'est un peu complexe. Économiser la matière et l'énergie, travailler avec le réemploi, ce qu'on a fait pour la maison de l'agriculteur que je vais vous présenter très rapidement. On a retrouvé des fenêtres, on a trouvé des fenêtres qui devaient qui étaient toutes récentes et qui n'avaient pas été mises en œuvre, sans doute pour des questions de cotes. Souvent, il y a des erreurs dans le bâtiment et voilà, on sait qu'on peut réemployer ces éléments. On a développé une innovation assez importante qui a été d'une part d'éviter le raccordement à l'égout parce que ça nécessitait des pompes de relevage et de le remplacer par un traitement des eaux grises dans le jardin d'hiver de l'agriculteur avec un système de toilettes sèches voilà, qui fait que c'est très simple de traiter les eaux grises de lavabo ou de douche. Et puis alors le stockage de l'eau de pluie, il y a toute une démarche avec le bâtiment Amazon qui est en amont, avec la pente qui va dans le bon sens, si je peux le dire, parce que c'était un bâtiment de 10 000 m² de mémoire et que donc il y a un potentiel de récupération d'eau de pluie très important. L'autre aspect, voilà, c'est de contribuer au développement des filières, et donc les filières de matériaux. Donc aujourd'hui, dans l'Essonne, vous avez Gatti-Chanvre, qui est donc une usine de transformation du chanvre. Chanvre, qui est une culture extrêmement, qui ne demande ni intrants, ni insecticides, etc. C'est une culture qui régénère la terre. La paille, elle existe un peu partout en Île-de-France, mais de façon relativement informelle, c'est-à-dire qu'il y a assez peu d'agriculteurs qui ont vraiment une démarche, parce qu'il faut évidemment mieux la stocker qu'une paille qui va servir à de la litière animale, par exemple. Il faut qu'elle soit bien bottelée, et puis qu'elle soit à la bonne densité et le taux d'humidité correct. Donc ça, c'est quand même une démarche de l'agriculteur. Et là, sur cette ferme, l'idée, c'était aussi d'utiliser la paille plantée, enfin le blé planté dans la partie céréales de la ferme pour construire les bâtiments. Puisqu'aujourd'hui, en fait, ils produisent bien avant le fait d'avoir construit la ferme. Donc il y a le miscanthus, il y a un matériau très intéressant et qu'on a utilisé sur le site, c'est la terre crue. Voilà, il se trouve qu'il y a beaucoup de terre d'argile un peu partout, hein, mais là, on avait fait des analyses de terre, vérifié qu'elle pouvait être utilisée. En l'occurrence, on l'a utilisée pour les enduits sur la paille. Voilà, donc nous avons fait une sorte de diagnostic des matériaux possibles. Donc il y a une usine, il y a un sieur de châtaignier, il y a du peuplier en Île-de-France, il y a du robinier. Donc tout ça sont des essences de bois intéressantes. Et puis également possibilité d'utiliser des techniques structurelles comme le bois massif cloué qui sont assez peu utilisées. Nous avons travaillé avec une programmiste donc dès l'amont du projet, bien avant la conception architecturale. Voilà, c'est ce diagnostic de matière biosourcée locale. Donc voilà, j'ai pas parlé du lin, mais c'est une culture qui est très très présente dans le Nord, mais qu'on pourrait tout à fait développer en Île-de-France. La ouette de cellulose, alors là, l'usine, je ne sais plus tout à fait où elle est. Le bois, évidemment, il y a énormément de bois dans la forêt francilienne, sauf qu'elle est très peu utilisée pour des raisons de manque de structuration de la filière, en l'occurrence les scieurs, qui sont quasi absents, enfin il doit y en avoir 2 ou 3. Le châtaignier, des saunes, et puis des façons de valoriser en utilisant la DOS, qui est en fait la partie ronde du bois. Avant de débiter le bois, on peut utiliser les DOS. Je vais passer vite parce qu'il y a j'ai beaucoup de diapos et je ne peux pas tout vous montrer, mais vous aurez comme ça le diaporama, des façons différentes d'utiliser le bardage, les clôtures, ça se trouve déjà très... Ça, c'est les clôtures agricoles et on peut aussi l'utiliser en bardage. L'essence de peuplier qui est quasiment plus utilisée en structure, mais il y a dans le Nord, ils ont repris cette valorisation du peuplier et il y en a beaucoup aussi en Île-de-France. Le Douglas,
Voilà, ça c'est la botte de chanvre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc la terre, vous voyez, ça c'est un mur en pisé. C'est une technique qui empile des couches et qui les tasse. Et on fait des gros murs avec qui sont très intéressantes pour la bioclimatique, pour stocker les apports de chaleur. Voilà, donc ça c'est une expo qui avait eu lieu au pavillon de l'Arsenal sur la terre. Ça c'est un bâtiment construit en terre. Donc ça c'est un peu des références que j'avais proposées en phase programmation. On peut faire des mélanges, terre chanvre, terre paille, etc. On peut faire des chapes en chaux chanvre. Voilà, donc il y a énormément de techniques. Voilà, là c'est une botte de paille en format. Il y a plusieurs formats. Et voilà ici un bâtiment construit en botte de paille porteuse. Vous voyez, ça c'est des sangles qui permettent de sangler, enfin de tenir la paille pour pas qu'elle se tasse dans le temps. Le lin, je passe un peu sur des. Voilà, donc à ce stade, nous avions fait tout un diagnostic de ce qui était disponible en Île-de-France ou pas trop loin. Ensuite, les charpentes. Donc, l'architecture agricole est assez particulière parce qu'on essaye de peu avoir de poteaux parce que les engins et les échelles sont grandes. Par exemple, pour les étables. Voilà, on avait développé la ventilation naturelle. Enfin, je veux dire, on avait parce que certaines choses ont été abandonnées aussi. Et puis, vous allez voir le stade, là, ça c'était au stade esquisse. Donc, on avait créé des petites cheminées de ventilation. Quoi d'autre? Voilà le type de charpente agricole. Ça, ce sont des modèles, des modèles existants par une entreprise qui est à Rennes, donc qui n'est pas locale, mais l'idée, c'est aussi par le développement de ces fermes de aussi développer donc ces filières et apporter de l'emploi entre guillemets à des charpentiers, leur permettre de diversifier. Voilà, ici une structure qui libère, vous voyez, de part et d'autre. Voilà, c'est des principes très très simples. Tout ça, ce sont des références. Le bois est très intéressant pour le bien-être animal, et pas que d'ailleurs, le bien-être animal y compris nous qui sommes des animaux. Mais voilà, c'est aussi intéressant pour les bovins ou tous les animaux de la ferme. Donc voilà, quelques références que j'avais présentées tout à fait au démarrage. Et puis on a défini un programme environnemental voilà, qui n'a pas été totalement mise en œuvre. Mais vous voyez, par exemple, on peut faire des fondations en pieux battu bois ou en pieux métal. On a utilisé le pieux métal vissé. L'enveloppe paille, donc on peut isoler entièrement le bâtiment dans un rayon maximum 100 km, mais ça peut être beaucoup plus proche. En l'occurrence, là, l'objectif pour une partie de la ferme, en tous les cas, ça sera d'utiliser la paille produite sur la ferme. Utiliser au maximum le bois massif. Aujourd'hui, on utilise en construction de bois principalement du bois lamellé collé. On avait étudié les chambres froides paille enduit terre. Ça pose pas mal de questions de condensation. Je vous passe les détails. Voilà, utiliser des peintures recyclées ou minérales. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc, être ambitieux sur le plan de la consommation d'énergie, la ventilation naturelle. Alors, c'est un peu antinomique. Quand on ventile naturel, on apporte de l'air froid. Donc, c'est aussi un. Si on va trop loin sur un paramètre, on risque d'en dégrader un autre. Donc, on essaye aussi d'être relativement équilibré. Et également tout ce qui est donc, je vous en ai parlé un peu, sur la gestion des eaux de pluie et les eaux usées aussi. Donc avec le recours aux toilettes sèches, les agriculteurs sont déjà ce que ça demande un changement de comportement, dans l'imaginaire, c'est pas forcément très apprécié et très connu. Et là, l'avantage, c'est que les agriculteurs connaissent bien, en tout cas ceux pour qui on a les associés, les 2 premiers associés connaissaient très bien. Donc, voilà.
Donc, je vais passer. Alors, ça, c'est l'équipe globale. Hein. Ferme d'avenir, c'était notre maître d'ouvrage, qui aujourd'hui va être plutôt Ferme Coop. Les trois associés maîtres d'ouvrage. Et puis une équipe d'ingénierie avec des bureaux d'études avec qui je travaille depuis longtemps et qui connaissent très très bien toute cette architecture écologique. Voilà les entreprises qui ont construit la première maison et une partie d'un hangar. Voilà ici le plan de la ferme. Donc vous avez vu tout à l'heure sur les documents de Ambre. Donc la ferme se déploie ici tout à fait en haut, au nord de la ferme. Voilà une image au stade donc de l'APD et du permis. Mais le permis Sonia, de il construire nous reste une Oui, minute. d'accord. Oula. Bon, donc rapidement les images et vous les verrez mieux. Là, la démarche environnementale, voilà les éléments et on a développé aussi tout un parcours pédagogique puisque cette ferme elle inclut également une salle de formation pour les jeunes, des logements, des chambres pour on les appelle les couvées dans ces fermes. Voilà, des engins, du stockage, beaucoup de stockage, du stockage maraîchage, une boutique et une miellerie et un restaurant. Ça, c'était le projet d'il y a on va dire 2-3 ans. Et aujourd'hui, on est en train de le reconfigurer. Voilà, ça, c'est des photos de chantier du hangar agricole. Et voilà la petite maison de l'agriculteur avec cette petite espace tampon à la fois bioclimatique et qui traite les eaux usées. Et c'est un petit jardin d'hiver voilà, qui s'ouvre complètement l'été. Voilà le plan. Bon, ça, c'est des détails architecturaux. Voilà la terre mis en œuvre qui est issue de la terre agricole, en fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre et juste Je suis désolée, pour vous dire, on va. oui, non, mais je vais juste dire, on a créé une base de données de tous les acteurs de l'Île-de-France. Ça a été une commande par la région. Et on a fait, voilà, vous voyez, on a repéré les différents acteurs. On a une base de données et j'ai quasiment terminé. On a aussi créé des modules préfabriqués. Enfin, ça, on les a pas construits encore, hein, mais qui permettraient de faire des petites unités plus petites que la ferme de l'Envol pour faire des petites exploitations. Voilà. Donc et tout ça, si vous voulez, ça boucle sur le fait que, pour terminer, que utiliser les matériaux agricoles, donc comme la paille et autres, et la terre du site, surtout la paille ou le bois, c'est intéressant pour les agriculteurs car ça valorise un produit qui est quand même un coproduit. La paille, on l'utilise essentiellement en litière d'animaux, donc elle se vend pas cher du tout. Et quand vous la vendez pour le bâtiment, elle coûte 4 fois le prix. Ce qui est intéressant pour l'agriculteur, ça lui permet lui aussi de passer en bio, en fait, puisque c'est très compliqué pour un agriculteur. Là, je parle des agriculteurs conventionnels, hein, pas ceux de fermes d'avenir. Mais voilà, donc c'est un sujet qui nous paraît intéressant sur le plan de la biorégion. Et je vais passer la parole Merci beaucoup, Sonia. Joseph, vous prenez la suite du coup. Voilà, je vais juste partager mon écran. Merci, Sonia. C'est pas évident en si peu de temps. Non. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui. Très bien. Ok, alors je vais juste expliquer. Donc Ambre est un atelier de ménagement biorégional écosystémique. On pourrait le comparer avec un bureau d'études en urbanisme, au paysage. Mais en fait, on travaille plutôt au niveau territorial. On va voir tout de suite tout ça. Et on part du principe que là où les limites administratives d'un département, même d'une commune, d'une région sont définies par la géopolitique, la biorégion se définit par la cohérence géographique, biologique, socioculturelle et économique de son milieu. Pour donner
un exemple, si on prend de l'Occitanie, qui est le résultat de l'amalgamation du Midi-Pyrénées et du Languedoc-Roussillon dans la réforme de François Hollande en 2015. Et en fait, on voit, il y a le littoral méditerranéen, il y a le bassin de l'autre qui en partie est en plaine, en partie monte vers les Pyrénées. Il y a effectivement les Pyrénées orientales, les Pyrénées Hautes-Pyrénées, il y a la montagne noire, il y a une partie qui se verse dans la Méditerranée, une autre partie par la Garonne qui se verse dans l'Atlantique. En fait, c'est une région qui accumule toutes sortes de choses différentes avec des pratiques extrêmement différentes. Et en fait, ça ne peut pas se gérer par rapport à ce qui est sur place, particulièrement dans chaque sous-partie. Et la biorégion dit qu'il faut partager ça en pays qui ont cette cohérence géographique et biologique. Et en fait, il s'agit d'habiter pleinement les lieux en relocalisant autant que possible les activités humaines, tout en les réconciliant pour faire valoir la place de la nature. Et là, on a vu que c'est l'agroécologie comme Ambre a présenté pour Ferme Coop, où on va se baser sur les cultures locales qui se basent sur les sols, l'hydrographie, le climat, etc. C'est aussi les matériaux de construction, et ça, on a vu ça avec le projet et le travail de Sonia, mais ça continue avec quelles énergies peuvent être localisées, quels seront les moyens de mobilité, l'artisanat local qui se dépend des cultures, des traditions, mais les choses qui se développent, etc. Et quelles sont des spécialités. Et ce qui est important, c'est que ce n'est pas une fermeture sur soi, sur une région quelconque. Il y a un travail, en fait, on habite en bonne intelligence avec ses voisins, en partageant, en échangeant, etc. Alors, pour nous situer par rapport aux pratiques actuelles, on dira qu'aujourd'hui, on a des paysages fonctionnels, c'est la planification depuis un siècle, ça crée effectivement des grandes villes, ça résout beaucoup de problèmes pour faire vivre beaucoup de monde dans des endroits assez circonscrits, mais avec une problématique, c'est que, en fait, on traite le sol comme un support d'activité, une ressource productive, si c'est pour le foncier ou si c'est pour cultiver, et c'est pour faire des mines, etc. Et en fait, les termes qu'on utilise, c'est on aménage, on exploite. Et nous, quelque part, on pose comme alternative le paysage nourricier, c'est-à-dire où on va habiter, on va établir une relation aimante avec ce qui entoure, et en fait, on ménage, on prend soin, etc. Et pour donner une image de ce que ça concerne en termes de démarche de conception territoriale, qui, comme je disais, Ambre regroupe des architectes, des paysagistes, des territorialistes, géographes, des écologues, etc. On était à l'origine, en fait, c'est un groupe de chercheurs qui nous faisons nos thèses avec Thierry Paco, et on s'est rendu compte, en fait, qu'on a des démarches et des activités avec une très grande, je dirais, synergie entre ce que nous faisons avec une philosophie partagée. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer cet atelier biorégional, et c'est là qu'on est rejoint par des autres sociétés venant d'autres domaines. Donc, il y aura des activités qui sont plus liées à l'architecture, l'urbanisme, comme la revitalisation des centres-bourgs, et comment va-t-on traiter les zones commerciales qui sont là, qui mangent énormément d'espace, mais qu'il faut quelque part, on peut pas, ils sont là, donc comment peut-on le faire évoluer, comment faire évoluer les friches et comment faire évoluer l'habitat diffus des pavillonnaires. Et en fait, on a toute une série de manières de voir ces choses-là, comment on peut réinjecter différentes activités agricoles notamment, pour créer une diversité d'activités. Quelque part, il faut casser ce qui était sacré dans l'urbanisme moderne, qui était le zonage, pour avoir une grande mixité de fonctions. Et en faisant ces choses-là, en renaturant l'urbain, en végétalisation, on crée des espaces plus résilients. Par exemple, il faut enlever toutes
ces revêtements totalement imperméables, en fait, qui sont une des sources des inondations, en redonnant au sol, même à l'intérieur de ville, la possibilité d'absorber les eaux de pluie, le fait ruisseler, et en fait, inonder, on voit ça sans cesse. Comme je disais, il y a ces questions d'entraide et coopération. Quelque part, on se concentre sur ce qu'on faisait en travaillant avec les autres. Vraiment, c'est très important qu'il n'y a pas une fermeture sur soi. Et quelque part, on va développer des filières qui sont liées, comme je disais, au local, vraiment pour que on minimise l'empreinte qu'on a sur nos territoires. Il y a des questions, effectivement, qui sont déjà traitées par la législation, mais qui sont attaquées de tous bords, comme le zéro artificialisation nette, qui est extrêmement important justement pour arrêter cet grignotage de terres agricoles par le bétonnage que le Sénat, par exemple, veut mettre en cause. Donc, il faut vraiment montrer dans toutes sortes de situations comment on peut justement utiliser ce qui est déjà là dans les villes, les villages, les bourgs, etc., pour refaire les choses différemment. En fait, on n'a pas besoin d'accaparer d'autres sols. On peut utiliser déjà là. Et bien sûr, il y a la question de l'eau à toutes les échelles, quelque part l'échelle climatique, mais aussi l'échelle locale de comment on va le garder, comment l'utiliser, comment on va le purifier, etc. Pour donner quelques exemples de la manière que nous travaillons, ça c'est un projet qu'on a, en fait c'est une proposition pour la consultation érable qui a été lancée par le ministère de l'écologie, qui malheureusement n'a pas été retenu. Mais on voit en fait, la première manière, c'est de voir de quoi un territoire est fait. Quelque part, comment coule l'eau, comment il est cultivé, quelles sont les parties naturelles, quelles sont ses forêts, quel est son habitat, quelles sont ses villes et villages. Et donc, il y a un travail qui part de la cartographie des lieux et on va rentrer dans une descriptive pour voir ce qui était là avant, comment il était transformé par l'industrie. Là, par exemple, il y a la question de tous ces étangs qu'on voit partout le long des rivières et des fleuves, et en fait, qui servirent, en fait, on voit là-bas, effectivement, des sabliers qui ont permis de construire Paris et d'autres grandes villes, et en fait, qui sont là. Ça devient une partie du paysage, mais qu'est-ce qu'on va faire avec? Avant, le fleuve était très, très différent. Et à partir de là, on va faire ce qu'on appelle un plan de guide qui va recenser quelles sont les possibilités du territoire pour évoluer, pour être habité différemment, pour préserver tout ce que la nature offre, toute la biodiversité, etc. Et dans ce travail cartographique, on va être à la fois regarder d'une manière assez cartographique, assez géométrique, la manière que les choses sont organisées, mais la carte aussi a un rôle, je dirais, d'imaginer, de créer un nouvel discours, un nouvel récit autour du lieu, par rapport à une coévolution entre culture et nature, où on va cultiver les relations entre vivants humains et non humains, dans le respect de la biodiversité et de la hydrographie. Un travail que nous faisons, on travaille sur une vallée qui est dans la Marque, qui s'appelle le Surmala, autour d'une ville qui s'appelle Orbe-la-Baie. Donc, en fait, on fait des résidences. Et durant ces résidences, en fait, on continue à développer dans un premier temps, c'est de venir sur le lieu. Bon, c'était d'abord sur la ville avant d'aller sur la vallée et de voir comment il est construit, quelles sont les différentes perceptions que les gens ont du lieu, etc. Et on voit là-bas différents membres, différentes sociétés d'ombre, en fait, apportent chacun le regard et à partir de cette regard, on crée une synthèse. On a fait une présentation devant des habitants du lieu. Et en fait, avec une grande fresque qu'on a commencé nous, et puis les gens qui sont venus ont continué,
en dessinant, en parlant, en expliquant la manière qu'ils habitent le territoire. Et à travers ça, on continue maintenant, on commence à identifier les différents acteurs du lieu et est-ce que ce soit des agriculteurs, des artisans, par exemple, il y a un artisan chaisier qui travaille le bois, qui récolte dans les forêts le bois qui a tombé et pour créer des choses magnifiques. Et puis, c'est un travail qui continue. Un autre travail sur lequel on travaille, on fait partie, c'est un travail sur le territoire de Gaza et les territoires alentours au sein d'une grande consortium internationale, en fait, qui réunit des praticiens et des académiques, qui s'appelle l'initiative Antédon. Et en fait, c'est un groupement, en fait, l'un c'est Heritopolis, qui en fait regroupe des académiques de partout, qui travaillent sur la question du patrimoine culturel métropolitain, notamment dans le cadre de la reconstruction après la guerre. Ils ont travaillé, par exemple, en Irak, à Mossoul, après la guerre. Et puis, on travaille avec UN Habitat, etc., qui aide à faire avancer ce projet. Et nous, on amène la démarche biorégionale en termes de comment cette approche biorégionale peut être un antidote au traumatisme géopolitique. Et en fait, on esquisse cette approche par rapport à ce qui existe géographiquement entre ces différents territoires qui sont en guerre, mais qui doivent un jour trouver une manière pour coopérer, pour coexister ensemble. Donc, il y a la figure de cette rivière, cette fleuve qui est Wadi Gaza, qui traverse sous 8 km, traverse l'enclave de Gaza, mais à l'intérieur d'Israël, il traverse une partie qui est la Negev, une partie va vers une partie désertique, donc en fait c'est des endroits en fait où il y a historiquement des Bédouins qui vivaient là-bas, qui sont beaucoup sédentarisés ou ont été forcés de se sédentariser. Il y a une autre branche qui est la Nahal Beersheva, qui traverse en fait Beersheva, c'est la grande ville de cette partie d'Israël, et puis rentre dans le territoire occupé de la Cisjordanie pour arriver à Hebron, et là ça s'appelle le Wadi Hebron. Donc en fait cet système avec tous ces tributaires, en fait, il réunit tout un territoire, en fait, qui doit vivre ensemble, parce que quelque part, ce système, il est assez pollué, il y a beaucoup d'entrants, de pesticides, il y a beaucoup de déchets, etc. Et donc, ça doit être nettoyé, ça doit être renouvelé par les gens qui travaillent ensemble. Et c'est un enjeu pour un travail de paix. Donc voilà. Donc je viens à la fin donc, à cette présentation. Donc, voici ça, c'est le travail que nous commençons à faire chez Ambre. Voilà. Merci beaucoup, Joseph. Du coup, peut-être tu peux enlever ta présentation et on va passer aux questions-réponses. C'est bien, il est parti. Est-ce que vous le voyez encore ou c'est plus là? Non, ouais, ça y est, elle est partie, la présentation. Parfait. Est-ce qu'il y a des questionnements sur la présentation qui vient d'être faite? Marc? Oui, bonjour. Moi, c'était des questions. J'ai 3 questions très, très concrètes, pas sur l'état d'esprit que je trouve hyper bien. Je les pose les 3 parce qu'elles ont des natures différentes. D'abord, il y a un truc qui m'interpelle, c'est le statut des agriculteurs et des agricultrices. Ça sera des salariés, pas des salariés. Enfin, quel est leur statut exact? Parce que c'est vraiment disruptif par rapport à ce qu'on a l'habitude d'envisager concernant les agriculteurs. La deuxième, après, c'est 2 questions beaucoup plus pragmatiques. J'ai cru comprendre que la ferme qui a été présentée, c'est un délaissé d'une piste d'aviation de l'armée. Et je me posais la question de la pollution des sols autour de la piste d'atterrissage. Et la troisième question, alors là, c'est vraiment à Sonia, c'est un peu plus technique. J'ai pas compris le sujet du jardin d'hiver et des eaux usées. Voilà, donc voilà. 3 questions de nature différente.
Je me permets de prendre la parole du coup pour répondre au moins à la première. Si votre question portait bien évidemment sur le statut des agriculteurs sur la ferme de l'Envol, je pense qu'il y a le cas, voilà. Oui, en effet, c'est disruptif, c'était le but. C'est qu'il y a des choses à changer dans ce secteur. Bien sûr, c'est pas, on n'impose pas du tout ce, ce modèle social et ce statut, on l'impose pas comme une solution unique en fait, hein. Je reprécise ça parce que souvent quand on parle de notre modèle, on peut avoir tendance à croire que c'est ce qu'on prône comme une solution unique, alors qu'en fait, je pense que la transition, elle va passer par tout un ensemble de différentes initiatives, de toute manière, qui sont hyper complémentaires et pas du tout concurrentielles. Et nous, le modèle qu'on propose, c'est une parmi d'autres. Une solution parmi d'autres. Et donc, le statut qu'on met en œuvre, comme je disais, c'est un statut de salarié associé qui a cette particularité de combiner à la fois la responsabilité de chef d'entreprise et les avantages afférents au salariat. En fait, on voyait ça comme une solution à la précarité du métier d'agriculteur aujourd'hui et au fait que voilà, si on veut qu'ils mettent en œuvre quoi que ce soit en termes de pratiques environnementales et agroécologiques, il va falloir qu'ils se sentent accompagnés, sécurisés. Donc, le salariat, nous, a été une réponse, mais en fait, il peut y en avoir d'autres. Et en l'occurrence, nous, il y a aussi des inconvénients à ce statut dans le sens où aujourd'hui, tout se passe bien parce que les porteurs de projets qui sont impliqués dans ce projet sont les cofondateurs, qui sont super portés par le projet. Et il n'y a pas de risque de dérive du fait que ce statut de salarié peut aussi les mettre dans une position très confortable, enfin trop confortable. On pourrait imaginer que ça peut être une dérive et donc, du coup, il faut trouver ce bon équilibre quand même entre un statut où ils sont quand même, ils ont les responsabilités d'un chef d'entreprise, ils ne comptent pas leurs heures. Donc, ils ont un statut de salarié aussi qui est un statut cadre, de cadre qui ne compte pas ses heures. Voilà, il faut trouver tout un ensemble de choses qui sont cohérentes. Et voilà, le but, c'était d'éprouver ça et de voir si ça fonctionnait. En l'occurrence, on est assez content parce que on a éprouvé pas mal de fois les avantages de ce qu'on a mis en place, puisqu'il y a des associés qui ont souhaité quitter le collectif et s'installer vers d'autres projets de différentes natures. Et en fait, ils ont pu partir sans trop de difficultés, sans avoir à revendre un quart de la ferme à leurs collègues, puisque ce n'est pas eux qui ont investi personnellement de l'argent dans cette ferme, puisque c'est les coopérateurs qui l'ont porté financièrement. Donc, ils avaient juste à revendre les parts qu'ils avaient achetées de la coopérative. En l'occurrence, on a situé ce montant à 10 000 euros, ce qui fait que voilà, ils ont seulement, entre guillemets, 10 000 euros à revendre au reste de la coopérative et ils peuvent s'en aller toucher le chômage pour leur période de transition et voilà, et vivre une deuxième vie. Et donc, ça permet de lever des freins à la transmissibilité des entreprises, des fermes. Excusez-moi, je me permets d'intervenir. Ouais. Je vais devoir vous quitter et merci beaucoup à tous les trois. C'est vrai que ça aurait mérité 3 heures parce que tous les sujets sont vraiment passionnants. Et juste pour compléter cette réponse, est-ce que vous avez trouvé un équilibre économique dans la poursuite de la réponse avec les 2 500 euros? Parce que 2 500 euros, c'est quand même un salaire dont beaucoup d'agriculteurs rêveraient, je pense, aujourd'hui. Ouais. Sinon, ils ne seraient pas tous devant l'Assemblée nationale. Voilà. Est-ce qu'il y a un équilibre économique avec ce montant-là? Oui, c'est un gros nœud du projet. On est hyper content parce que depuis 1 ou 2 ans, on arrive à atteindre un équilibre d'exploitation dans le sens où vraiment l'ensemble des produits qui sortent de la ferme et qui vendent servent à couvrir l'ensemble des charges qui servent à produire et le couvre intégralement. Donc, en ça, on est content. Il y a des choses que ce chiffre d'affaires ne couvre pas, évidemment, puisque typiquement, tous les frais liés au développement du projet, moi, par exemple, je suis à plein temps en fonction de direction développement. Mon poste, déjà, n'est pas forcément voué à être éternellement à 100% dédié à ce projet-là, puisqu'une fois que la ferme de l'Envol sera aboutie, ma fonction migrera vers d'autres projets, ou alors disparaîtra, mais on espère qu'elle migrera vers d'autres projets. Donc, pour l'instant, moi, par exemple, cette fonction de développement, elle pèse sur l'économie de la ferme de l'Envol, ce qui fait qu'aujourd'hui, la structure FermeCoop n'est pas à l'équilibre, mais atteint quand même cet équilibre d'exploitation si on prend en compte que les charges liées à la production agricole. Donc, en fait, ça, c'est possible. Enfin, on est hyper content de ce constat parce que ça montre qu'on peut rémunérer
dès la première année d'exploitation, des chefs d'exploitation à 2500 euros net, qui en effet, on fait les gros yeux quand on donne cette somme dans le secteur, puisque ça dénote beaucoup. Et en fait, c'est quand même, quand on ramène le salaire au salaire horaire, parce qu'ils font aussi des gros horaires, hein, des horaires d'agriculteurs, chefs d'exploitation, il n'est pas si démentiel ce salaire. Donc en fait, on est assez content parce que ça prouve quand même que malgré ce modèle de charge quand même assez lourd, des salaires et des cotisations salariales aussi, on arrive à trouver un équilibre grâce à l'engagement. Ça, c'est principalement grâce à l'engagement de la filière qui est que, en fait, on a 2 tiers de nos contrats commerciaux qui sont des contrats type AMAP sécurisés sur l'année et au bon prix, entre guillemets. Donc, c'est des clients qui acceptent d'acheter le légume au prix auquel on l'a fixé pour que ce soit le plus juste possible pour notre économie aussi. Et ça change tout. En fait, ça fait qu'en début d'année, on a de la visibilité sur, en effet, à quel point on va être capable de couvrir les charges ou pas, quoi. Et, alors, et du coup, une question qui va avec, c'est sur ce thème qui sont les agriculteurs. Sonia a parlé de la maison de l'agriculteur. C'est qui Oui. s'appelle l'agriculteur, hein, du coup? Ah, Il y a un un des chef? agriculteurs. Oui. Pardon, non, il y a un des associés l'autre associé a déjà sa maison. La troisième, je ne sais plus où elle habite, mais voilà, c'est un des agriculteurs pour qui on a Oui, construit une maison. c'est Laurent Il y en a qui 7 de habite cette prévus. maison parce que l'idée, c'était de pouvoir loger au moins un agriculteur sur place pour qu'il puisse avoir une présence humaine en permanence sur la ferme. Il y a des agriculteurs qui ne souhaitaient pas forcément s'installer sur la ferme. Et du coup, je complète parce que ça fait une bonne transition vers le fait que, comme vous voyez, il y a eu beaucoup de travaux à réaliser puisqu'on partait vraiment d'une ancienne base aérienne militaire absolument vide, de tout réseau d'eau, d'électricité, de tout bâtiment, de toute voirie. Donc, il a fallu tout créer, ce qui veut dire un montant d'investissement quand même assez important. Là, aujourd'hui, en investissement matériel, voirie, études, bâtiments, etc., on est à un peu plus de 2 millions d'euros. Donc, gros endettement aussi à la base, parce que les fonds propres apportés par les coopérateurs servent à couvrir une partie, mais pas à l'intégralité. Donc, ce qui explique aussi le déficit aujourd'hui du projet, c'est il y a une grosse charge financière qui est liée à la typicité du projet et au fait que ce projet est assez singulier. Donc ça, c'est quelque chose que une économie agricole ne peut pas rembourser intégralement. Donc c'est ça qui contribue au déficit, mais cette charge financière, elle va s'alléger dans le temps et donc permettre d'aller vers un équilibre global. Voilà, je vais peut-être répondre rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, si tu veux bien, Ambre. Concernant la pollution, il y a une dépollution complète du site d'un point de vue du déminage, puisque effectivement, c'est un aéroport militaire qui a été bombardé. Donc, toute la dépollution a été faite, évidemment, parce que ça, c'est la sécurité des agriculteurs qui était en jeu. Et concernant la pollution chimique, les analyses ont été faites et il n'y avait pas de pollution significative. Voilà, on était dans les normales. Et nous, on avait même analysé la Terre, je crois bien, sur cette dimension-là aussi. Donc, voilà pour le premier sujet. Le deuxième, sur le jardin d'hiver, c'est un jardin d'hiver classique, c'est-à-dire qui a une fonction bioclimatique, d'apporter un apport solaire significatif quand il fait beau. Voilà. Et en fait, il est planté de plantes typiquement qui dépolluent de l'eau usée provenant de douche ou de lavabo, donc extrêmement peu polluée. Donc c'est au plus près des évacuations. Et ensuite, cette eau va dans une sorte de... le mot m'échappe là, mais une rigole qui est également plantée, qui termine la dépollution, et ensuite c'est infiltré dans le terrain. Pourquoi ce système? Je l'ai dit, c'est et je reprécise, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas d'eau de toilette, hein, donc c'est pour ça elle est très très peu polluée. Et en fait, on a cherché à trouver une solution simple qui évite le raccordement au réseau. On a donc obtenu une dérogation parce qu'il y avait des pompes de relevage et qu'à terme, des pompes, ça se change, ça consomme, etc. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à ta question ou si tu as une autre question technique. Non, donc je comprends qu'il y a une sorte de phytoépuration, mais qu'elle transite par le jardin d'hiver, c'est ça qu'il faut Oui, c'est comprendre? ça. C'est ça.
L'eau de la douche, si tu veux, elle vient directement dans ce petit jardin qui fait, je sais plus, très petit, hein, ça fait 4-5 mètres carrés. Et donc, tu as une grande baie vitrée qui donne ce jardin, cette petite serre, et la serre s'ouvre l'été. En fait, l'intérêt, si tu veux, c'est que comme c'est un volume qui n'est pas la température extérieure, il est entre la température intérieure et la température extérieure, donc la dépollution se fait plus vite. Et voilà, ça génère pas d'odeur parce que l'eau, encore une fois, une eau de douche, ça sent pas mauvais. Alors, une eau de cuisine, ça peut éventuellement, mais c'est tout de suite. Tu vois, il y a en fait, c'est de la dépollution classique par les plantes, sauf qu'elle est intérieure. Voilà. Et donc, excusez-moi, on va ouais, pouvoir continuer à on va échanger. J'ai arrêter. juste, non, mais je vais arrêter l'enregistrement. Je vous remercie juste tous les trois intervenants, Ambre, Joseph et Sonia. J'arrête l'enregistrement, mais on peut continuer à échanger. D'accord. Moi, je pourrais pas jusqu'à